Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler un petit peu de la rentrée d'hiver. Pour la rentrée littéraire, j'avais fait une vidéo avec un focus assez large sur les livres que j'avais repérés qui me faisaient envie. Pour la rentrée d'hiver, on va faire un peu pareil. Le timing est un peu décalé par rapport à celle de septembre, puisqu'en septembre on reçoit les livres assez tôt. Là, j'ai pas tout reçu encore, mais je vais quand même vous parler de tout ce que j'ai repéré, parce que malgré tout, il y en a pas mal. Et il y en a pas mal que j'ai déjà lu tout de même. Donc voilà, ce sera moins que pour celle de septembre. Un peu plus raisonnable, mais en même temps, vu le niveau de ma palle, c'est pas plus mal. Et c'est assez varié, enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà, on va faire un petit tour pour présenter un petit peu tout ça. Et on commence avec Actes Sud. Donc comme je l'ai pas, je vous mets la petite imagette là. C'est Première Dame de Caroline Lunoir. Il est déjà sorti. En fait, on fait la connaissance de Paul qui un jour annonce qu'il va se présenter en tant que, enfin, pour devenir président de la République. Et on va suivre sa femme principalement, qui à cette annonce commence son journal et commence à parler de sa vie de première dame, future première dame. Donc ça aborde pas mal de problématiques puisque ça va aborder le côté campagne, etc. Ça aborde aussi à quel point tout ça peut influencer la vie privée, puisqu'on le sait maintenant, enfin, tout ce qui est vie publique, vie politique, offre de moins en moins de vie privée. Enfin, disons que la vie privée est de moins en moins privée en tout cas. Et on voit comment tout ça va déclencher, va changer la vie familiale et comment ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup d'ironie apparemment dedans. Voilà, le thème me semblait plutôt pas mal, plutôt intéressant. Je l'ai pas encore lu, donc voilà, si certains l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais alterner avec un que j'ai déjà lu, comme ça alterne un petit peu. Je l'ai déjà présenté sur le blog en plus. C'est Reste avec moi de Ayobami Adebayo. C'est un livre, donc littérature nigériane. Il m'a attirée pour son thème en fait, puisqu'on fait la connaissance de Yejide, qui est en couple depuis assez longtemps avec son mari. Ça se passe très bien, ils sont très heureux ensemble, sauf qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Évidemment, si au début, c'est pas si problématique que ça, à force, ça le devient au point que la famille, la belle famille interviennent et font des conseils où ils doivent, enfin, où le couple doit rester installé et subir en fait les conseils de la famille. Et s'il n'y avait que ça, bon, pourquoi pas, mais un jour, une femme entre à la suite d'un des conseils. C'est la deuxième femme. Voilà. Elle qui avait toujours refusé de subir, d'avoir un mariage polygame. Là, elle se retrouve avec une seconde épouse qui est là. Et ça va être trop pour elle. Elle se rend compte que vraiment, elle n'est pas prête à tout pour avoir un enfant. Puisque là, on lui dit, regarde, tu n'arrives pas à avoir un enfant, parce que forcément, c'est de la faute de la femme. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Le fait qu'il y ait une deuxième épouse, et ben elle va tomber enceinte et ça déclenchera ta grossesse à toi aussi à ton tour. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on va voir comment elle va s'en remettre. On suit l'histoire sur deux époques, donc on sait déjà que tout ça a une grosse influence. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez bouleversant. Yejide, c'est vraiment un personnage enfin une héroïne qui est forte, qui est intéressante, qui, on voit toute la difficulté qu'elle a et c'est super intéressant de se mettre à sa place, de découvrir un peu l'histoire du Nigeria aussi, même si c'est qu'en toile de fond, puisqu'on n'a pas un focus là-dessus. Mais ça permet d'avancer, d'en savoir un peu plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. C'est voilà, un livre qui est donc déjà sorti, puisqu'il sortait le 9 janvier. Et vraiment, c'est une plume, un style qui nous accroche complètement. Je peux que vous le conseiller, puisqu'en plus maintenant il est déjà paru, donc n'hésitez plus. On passe à De Noël avec deux romans que j'ai repérés. Il y en a un qui est déjà sorti, c'est Risque Zéro d'Olga Losky. On est au milieu du 21e siècle, donc dans le futur. Il y a eu
une avancée médicale qui a révolutionné complètement un peu toute notre façon de vivre, c'est Providence. C'est une puce que l'on intègre, que l'on met sous la peau, et ça contrôle la santé, l'environnement de la personne, et c'est en temps réel. Donc il faut adhérer pour souscrire à Providence, mais en échange, vous avez une meilleure qualité de vie, vous êtes mieux soigné, etc. Le but, c'est donc qu'il n'y ait pas de, enfin, qu'il y ait un risque zéro, d'où le titre, sur les accidents, sur voilà, laisser passer les maladies. Et on fait la connaissance d'Agnès. Agnès, elle s'est jamais habituée à ce système. Enfin voilà, normalement les repas, le temps de sommeil, tout est paramétré par les logiciels. Et elle a jamais réussi à s'y faire. Pourtant, son mari, c'est un des concepteurs du logiciel, du projet. Enfin oui, parce que c'est pas un logiciel, du projet. Et voilà, enfin logiquement, elle devrait vraiment être à fond, surtout qu'elle connaît un des concepteurs. Mais voilà, elle n'y arrive pas. Elle n'est pas complètement satisfaite de ce système. Elle continue d'ailleurs à bosser en tant qu'anesthésiste dans un hôpital qui refuse la médecine numérique. Et un jour, une adhérente de Providence meurt, ce qui est censé être donc risque zéro. Donc normalement, ce n'est pas possible. Elle meurt pendant une intervention. Et Agnès va être accusée de négligence, puisque évidemment elle était sur cette intervention. Voilà, comment vous dire, il y a un peu de tout qui m'a attirée dans ce roman. Le côté un peu anticipation, même si c'est dans finalement le milieu du 21e siècle, c'est demain. Euh, le côté un peu on gère tout, on vous surveille, enfin c'est quelque chose finalement vers quoi on tend de plus en plus, et c'est vrai que ça m'attirait pas mal. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, de le lire, mais je vous en dirai bientôt plus. Ce roman est déjà sorti, donc n'hésitez pas à le retrouver. Le deuxième chef de Noël que j'ai repéré, c'est le nouveau Katharina Vivald. Donc ces deux précédents romans m'avaient beaucoup plu. Le nouveau a l'air toujours aussi feel good, décalé, enfin sympa, voilà. C'est les lectures qui permettent de passer un bon temps sans trop se prendre la tête. Et c'est pas mal, enfin ça fait beaucoup de bien, surtout en janvier, février, enfin on dit toujours que c'est les mois les plus tristes, donc allons dans des romans feel good. Et donc c'est Bienvenue au motel des Pins perdus, qui sort le 7 février. On fait la connaissance de Annie. Annie, elle meurt. Voilà, le pitch de départ, c'est très sympa. Elle meurt dès le début. Sauf qu'elle refuse de partir de quitter notre monde. Elle veut avant réconcilier et rendre heureux ses amis. Voilà, ça va être une espèce d'histoire très mignonne, drôle, et on n'en demande pas plus au final. Ça fait du bien des romans un peu sympas comme ça qui nous emmènent vers une histoire voilà, feel good, qui nous permet de passer un bon moment, et il n'y a plus qu'à en fait à le lire. Chez Albin Michel. Alors Albin Michel a une rentrée d'hiver absolument divine. J'ai repéré beaucoup de choses. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais vraiment j'ai repéré pas mal de choses. Notamment à la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty, qui sort le 30 janvier, donc à la fin du mois. Liane Moriarty, elle a fait Le secret du mari, enfin elle a fait pas mal de choses. J'ai toujours eu envie de lire ses romans, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et j'espère que celui-ci, ce sera l'occasion de succomber et de découvrir enfin sa plume. On fait donc la connaissance d'Alice Love. Elle vient de chuter et elle se cogne la tête. Et paf, elle vient de perdre 10 ans de souvenirs de sa vie. C'est légèrement embêtant puisque quand elle se relève, elle est persuadée d'être encore enceinte de son premier enfant, d'avoir 29 ans, d'être avec un mariage complètement heureux avec son mari. Sauf que en 10 ans, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, elle n'est pas enceinte de son premier enfant, non, elle a déjà 3 enfants. Elle n'a plus 29 mais 39, ça c'est facile, c'est un calcul. Et elle est en train de divorcer. Autant vous dire que cette chute va bouleverser complètement sa vie. Et surtout, il va falloir qu'elle comprenne ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Puisque forcément, elle est plus du tout dans le même mood, dans la même façon de vivre. Et
et on va voir comment cette amnésie finalement va changer sa vie pour le meilleur ou pour le pire. Complètement différent, toujours, je continue à vous mettre les étiquettes puisque je les ai pas. C'est un qui est absolument partout. On l'a vu dans toute la presse, tout le monde est en train de le lire. Il est déjà sorti, c'est La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. Nous sommes en 1943 et Hitler a fait recruter des goûteuses puisqu'il a peur qu'on tente de l'empoisonner. On va faire la connaissance principalement donc de Rosa. Rosa qui se fait embaucher en tant que goûteuse. Et elle n'a pas le choix, les SS lui forcent à manger, à goûter. Alors d'un côté, c'est bien, puisque alors que tout le monde est en train de crever de faim, elle l'a à manger. Mais en même temps, c'est un risque, et en plus, c'est pas forcément ce qu'elle a envie de faire. Donc elle mange pour vérifier que la nourriture n'est pas empoisonnée. D'un côté, on a le danger finalement d'être sa goûteuse et de risquer à tout moment de tomber sur une bouchée empoisonnée et donc de mourir à la place d'Hitler. De l'autre côté, il y a le problème finalement de comment elle est considérée puisqu'elle est de Berlin et que là nous sommes en Prusse orientale, donc Rosa est considérée comme une étrangère parmi les autres. Ce roman est adapté d'une histoire vraie. Ça reprend l'histoire de Margot Wölk. Entre le côté véridique, le côté histoire vraie, le côté historique sur une période qui est quand même toujours très intéressante. Voilà comment ne pas succomber, ne pas avoir envie de lire ce livre. En plus la couve est plutôt sympa. Bref, il y a de quoi faire. Et il est déjà sorti, donc autre roman chez Albin Michel toujours, c'est Le Prix de Cyril Gély. Pareil, il est déjà sorti. Nous sommes en décembre 1946, le prix Nobel va être remis. On est dans le Grand Hôtel de Stockholm. Et on suit Otto Hahn qui va recevoir le prix Nobel de chimie. Sauf que juste avant, il doit être rejoint dans sa suite par son ancienne collaboratrice avec qui il a travaillé pendant plus de 30 ans, mais elle est là, non pas pour le féliciter ou l'accompagner, non, elle vient pour régler ses comptes. On va être dans un huis clos finalement dans cette suite. Ça m'attire pas mal, je me dis que prix Nobel, histoire de science, etc., ça change un peu. Et voilà, j'étais bien curieuse de lire ça. Enfin, le dernier de chez Albin que j'ai repéré, c'est Sam de Christophe Ghislain qui sort le 30 janvier. On fait la connaissance de Tobias qui a 5 ans et de son père. Ils vivent seuls tous les deux depuis que Sam est parti les a quittés. Depuis ce moment, leur vie est un peu partie à la dérive. Et un jour, le père de Tobias décide d'arrêter de boire, de prendre sa Honda et de partir à l'aventure pour essayer de retrouver Sam qui a disparu. Ils vont partir à travers les steppes laponnes et les rivières glacées. Bref, on va partir dans le Grand Nord à la recherche de Sam et pour savoir ce qui lui est arrivé et ce qu'elle est devenue. C'est une littérature finalement qui nous entraîne à travers un voyage, une quête, et ça me tentait bien, je sais pas. Chez Albin, j'ai été très pays nordique finalement, Stockholm, Norvège, Laponie. Ouais, peut-être parce que je vais bientôt dans le nord, je sais pas. Autre roman qui m'a fait de l'œil ce coup-ci chez l'Olivier, c'est Un mariage sur écoute de John J. Osborne. Pareil, il est déjà sorti ce roman. On fait la connaissance de Gretchen et Steve qui ont été mariés pendant très longtemps. Ils ont 2 enfants, ils ont des métiers prenants. Et tout allait bien jusqu'au moment où ils se sont séparés. Forcément, c'est le principe. Mais ils ont décidé d'essayer de trouver une issue à tout ça et d'aller consulter un conseiller conjugal. Nous, on va les suivre du coup face à ce conseiller conjugal et on va voir leur histoire, ce qu'ils reprochent l'un à l'autre, les rancœurs qu'ils peuvent avoir l'un face à l'autre, l'un contre l'autre, tout ce qu'ils ont caché, tout ce qu'ils ont retenu, l'ambiguïté de leurs sentiments, bref, on va voir
ce couple qui essaye de se retrouver, de se sauver. On est encore une fois dans un huis clos. Et voilà, c'est l'histoire de ce couple qui essaye de se retrouver, qui assiste finalement à la mort de leur amour tout en essayant de le réanimer. Du joyeux, quoi. Euh, on continue dans le joyeux avec ma lecture du moment. C'est En attendant la neige de Christine Desrousseaux qui est parue chez Kallmann. Ça commence de façon assez horrible puisqu'on fait la connaissance de Vera. Vera, elle est en train de conduire une voiture, dedans il y a sa sœur et sa mère. Et elles vont avoir un accident. Dans cet accident, sa mère meurt. Et elle aura des problèmes de santé par la suite. Sa sœur va la surprotéger à la suite de cet accident en essayant vraiment de l'aider, de la protéger, mais un peu trop. Et Vera va décider de partir, de s'exiler dans le Jura, alors qu'elle est encore complètement sous les conséquences, enfin, encore prise par les conséquences de l'accident, puisqu'elle a encore beaucoup de médicaments à prendre, elle est encore choquée psychologiquement, et en même temps, on imagine bien, enfin, elle a eu un accident où elle est responsable, et en plus, sa mère est morte dedans, enfin, bref, on comprend bien que c'est pas facile de s'en remettre. Et là, elle va faire la connaissance de son voisin, et évidemment, ça va être l'histoire de sa renaissance, en tout cas je l'imagine. Voilà, je le commence tout juste, donc je vous en dirai plus très bientôt. Et il est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti. On enchaîne avec un livre que je viens de finir. Et je l'ai lu d'une traite, enfin je l'ai lu en 2 fois. C'est Hello Sunshine de Laura Dave, qui est paru chez Belfond. Enfin, qui paraît le 24 chez Belfond. On fait la connaissance de Sunshine Mackenzie. Sunshine, c'est une star YouTube au niveau de la cuisine, enfin en tant que chef culinaire. Elle a tout pour elle. Enfin, franchement, elle a un mari qu'elle aime. Elle a donc sa chaîne YouTube, enfin, son émission de cuisine qui marche super bien. Elle a écrit des livres de cuisine qui se sont vendus à plus de 150 000 exemplaires. Enfin bref, elle a vraiment une bonne vie. Elle a un appartement de rêve. Et on fait sa connaissance alors que c'est son anniversaire. Tout commence super bien. La musique à la radio qui s'enclenche, c'est sa chanson préférée. Donc on peut se dire que la journée commence bien. Sauf que rapidement après, elle reçoit un message qui n'est pas très positif. Et ce message va enclencher pas mal de choses, puisqu'il va dévoiler certains secrets. Et cela va enclencher la perte de son émission de cuisine, la perte de son mari, et elle va devoir quitter l'appartement, retourner dans la ville où elle a grandi. Bref, en gros, elle perd tout suite à ces messages. Bon, pas que ça, puisque finalement, c'est des secrets qu'elle gardait et qui sont pas vrais. Enfin, c'est vraiment des vrais secrets qui sont révélés. Ça va lui permettre de retourner de là où elle vient et de reprendre contact avec sa famille, de reprendre contact avec une autre vie, même si finalement ce n'est vraiment pas ce qu'elle espérait. Il se dévore ce livre, franchement. Je l'ai lu en 2 fois, j'ai beaucoup aimé. Je... Ouais, je trouve que vraiment, Sunshine, elle est pas... C'est pas l'héroïne la plus sympa du monde, quoi. Enfin, elle fait des erreurs, elle nous les dit, même si elle essaye de nous embobiner un petit peu. Mais voilà, elle reconnaît et c'est en ça qu'elle est touchante, finalement. Donc voilà, ce petit livre sympa à lire qui permet de se détendre un petit peu, de changer aussi de tous les livres au sujet un peu dur de la rentrée. Là, c'est vraiment un bon moment qu'on passe, un truc un peu feel good. Et il sort donc le 24 janvier. On change complètement d'univers avec Gallmeister et Après Maïda. Après Maïda, donc déjà vous avez tout dans le titre, puisque on fait la connaissance de Jin qui vient de perdre sa femme, Maïda, après 50 ans de mariage. Donc ils ont passé en gros quasiment toute leur vie ensemble. Et il va essayer de se remémorer ces 50 ans de mariage et de réfléchir sur est-ce que ces 50 ans ont vraiment été heureux pour elle comme pour lui.
Est-ce que ce qu'il a vécu comme étant des sources de joie, elle l'a vécu de la même façon ou non? Voilà, c'est un roman sur finalement la résilience et sur l'après-deuil. Parce qu'on voit souvent l'histoire du deuil, comment se remettre. Et là, le fait de le voir via des personnes assez âgées, ça permet de s'interroger sur les relations, sur l'amour, sur qu'est-ce que c'est finalement de passer 50 ans avec la même personne et est-ce que les deux personnes dans le couple le vivent de la même façon. J'ai trouvé ça très beau, très tendre. La Catherine Dion, elle a une plume qui est hyper poétique. Enfin, vraiment, on le lit d'une traite. Il se lit. Ouais, vraiment, c'est captivant en fait. On commence et les pages s'enchaînent. Et il n'y a pas d'action. Enfin, vraiment, c'est sur les relations humaines. Donc, c'est pas les livres où il y a un suspense de fou. Mais on apprécie de se laisser complètement embarquer, d'être à la place de cet homme qui repense avec autant d'émotions à sa femme, à leurs rencontres, à leurs années d'études. Et non, franchement, c'est un très beau roman. On enchaîne avec un autre livre complètement différent qui n'est pas très très joyeux. En plus, c'est une histoire vraie, encore une fois. C'est Aux Escales, la fille au sourire de perle de Clémentine Varnaria, qui est déjà sortie, donc Aux Escales. C'est la vraie histoire de Clémentine. On est au Rwanda en 1994. Clémentine a 6 ans. Elle va devoir fuir les massacres qui ont lieu au Rwanda. Et en suivant sa sœur, qui est plus grande, qui s'appelle Claire, elles n'ont pas de nouvelles de leur famille. Elles vont devoir survivre à travers les camps de réfugiés dans lesquels elles vont passer. Elles ont faim, elles ont soif, tout ce qu'on peut imaginer. Elles vivent dans une misère totale. Elles vivent aussi dans un monde qui est plein de cruauté et elles vont réussir à arriver aux États-Unis. Là, Clémentine va être recueillie par une famille à Chicago, une famille qui est plutôt aisée, et elle va alors découvrir une autre réalité. Elle se retrouve confrontée, ou plongée plutôt en plein rêve américain, et c'est comment tout ça va la forcer, enfin la faire se reconstruire. C'est donc une histoire vraie, c'est réellement son histoire et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit parler, qu'on doit découvrir, puisque finalement le génocide du Rwanda, on le connaît tous, mais pas vraiment en profondeur et encore moins avec des témoignages. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment très envie de lire, même si voilà, je sais bien que ça va être bouleversant. On enchaîne avec un livre complètement différent qui va paraître chez Héloïse d'Ormesson en février le 7. C'est 33 fois mon amour de Nicolas Barrault. Alors Nicolas Barrault, pareil, il a déjà écrit plusieurs livres et j'en ai jamais lu encore. Mais souvent ils me font envie et celui-ci particulièrement. On fait la connaissance de Julien. Julien, il est auteur de comédies romantiques. Et il perd tragiquement sa femme qui était âgée de 33 ans. Il va devoir honorer la dernière volonté de son épouse. Et sa dernière volonté, c'est qu'il lui écrive 33 lettres pour lui raconter l'après, ce qui s'est passé après sa mort. Et voilà, et il va les écrire, il va les cacher dans la pierre tombale. Il va les cacher dans sa pierre tombale et elles vont disparaître, puis réapparaître. Et c'est toute cette histoire. Voilà, quelqu'un va répondre à Julien, à ses lettres. Et ça va être une aventure pour découvrir qui et pourquoi. Ça me fait très envie. Enfin, je sais pas, on est beaucoup dans le couple, deuil, etc. pour cette rentrée. Mais je sais pas, j'avais envie de le découvrir et je pense que c'est l'occasion là. On change un peu de style avec Piranha, qui fait un mélange de couple, de science et de sexualité. Avec le projet Schelling de Peter Sloterdijk. C'est un roman qui est déjà sorti. On suit 5 universitaires, 3 hommes, 2 femmes, qui font une étude. Ils ont dépassé donc la cinquantaine et ils vont décider d'échanger par email à propos de la sexualité.
pour essayer de découvrir le mystère de la sexualité féminine et son évolution de la préhistoire à nos jours. Évidemment, si au début c'est très factuel, très scientifique, au fur et à mesure, ils vont échanger sur le côté un peu plus personnel et sur leur histoire à chacun. Je trouve que c'est un thème qui change, dont on parle finalement assez peu. Et du coup, ça me tentait bien. J'aime bien Piranha et le côté un peu décalé. Et donc, là, c'est l'occasion. Donc, il n'y a plus qu'à le découvrir quand je l'aurai. Et je vous dirai tout ça. On passe à La Californie de Bruno Masi. C'est un deuxième roman. On fait la connaissance de Marcus qui a 13 ans. Et c'est un roman, c'est une quête initiatique, finalement, une quête d'identité, puisqu'on va être pendant l'été. Et ça va être évidemment l'été qui change tout, l'été qui permet de grandir, de passer presque à l'âge adulte, en tout cas d'entrer concrètement dans l'adolescence. Et donc Marcus, pendant cet été, va embrasser une fille et va surtout commencer à rêver particulièrement à propos de la Californie, où il aimerait aller. Pendant cet été, il évite son frère, avec qui il ne s'entend pas, et surtout, il cherche sa mère qui a disparu. C'est un été qui va tout changer pour lui et qui va l'entraîner finalement de l'enfance à l'âge adulte. Donc voilà. J'aime bien les romans un peu comme ça qui permettent de montrer ce passage. Donc je suis curieuse de le découvrir. Il sort le 30 janvier. Toujours chez Lattès. Encore une histoire vraie, finalement, avec un témoignage. C'est une éducation de Tara Westover. Alors, on fait la connaissance de Tara qui nous raconte donc son histoire. Donc Tara, elle a grandi dans une famille mormone. C'est ce qui fait qu'elle n'a jamais fréquenté l'école, elle n'a pas jamais vu de médecin, puisqu'évidemment, on ne croit pas en la médecine officielle pour les mormons ni en l'école publique, et qui sont orchestrés par le diable. Et on attend la fin des temps. Sauf que, si son père s'enferme de plus en plus dans ses convictions, ce n'est pas le cas de Tara, qui décide à l'âge de 16 ans de prendre son destin en main et de s'échapper, de s'éduquer toute seule. C'est donc sa vraie histoire. Elle finit par s'échapper, par partir, et elle finira par entrer à Harvard, à Cambridge. Donc voilà, elle va s'interroger sur la dualité finalement entre la loyauté que l'on doit à sa famille et la loyauté que l'on se doit à soi-même. Finalement, c'est ce côté-là, cette interrogation qui nous pousse à nous réfréner ou à aller plus loin. Et c'est le conflit qui va la marquer finalement. C'est un roman, un témoignage qui m'intrigue beaucoup. Je suis assez curieuse de voir comment elle a réussi à s'échapper de tout ça, comment elle a réussi à changer son destin, puisque finalement, quand on grandit dans une communauté mormone, entre autres, ça peut être d'autres communautés qui sont tout autant marquées, comment on arrive à s'échapper et à avoir envie de sortir de tout ça, d'aller vers un ailleurs qu'on ne connaît pas forcément en plus, puisque là, c'est vraiment des choses qu'elle ne connaît pas. Comment on arrive à repousser sa famille et à aller suivre ses convictions sans qu'on sache vraiment ce vers quoi elles vont nous mener. Bref, je suis très curieuse de lire ce roman, enfin ce témoignage. Toujours chez Lattès, j'ai envie de lire, j'ai pas encore reçu, c'est Le cœur de l'arbre de Garth Stein qui sort le 13 février. On fait la connaissance de Trevor Riddle, qui est un adolescent de 14 ans et qui va être emmené à Riddle House par son père. C'est une grande maison familiale qui est plutôt légendaire. Elle est située pas loin de Seattle. Et son père doit y aller parce qu'il va aider sa sœur à mettre le père, donc le grand-père de Trevor, en maison de retraite. Parce qu'ils veulent vendre le domaine et comme ça se partager les bénéfices. Bref, des gens très sympas. Sauf que Trevor va vite découvrir qu'il y a un esprit qui hante les lieux et qui n'a pas du tout le même but que la famille.
Bref, je suis curieuse de découvrir ça. Ça m'intrigue un peu, je me dis qu'en plus ça change complètement de ce que j'ai pu lire pour cette rentrée. Et enfin, je finis avec les éditions de l'Observatoire et des âmes couleur de ciel d'Anaïs Liobet, que j'ai donc déjà lu, hein, qui est juste incroyable. Ça a été un gros coup de cœur ce roman. On fait la connaissance d'Oumar alors qu'il est dans un café. Le roman nous met tout de suite en condition. Nous sommes à La Haye, aux Pays-Bas, et un attentat vient d'avoir lieu dans un lycée. On sait que l'attentat a fait des morts. On sait que Oumar connaît quelqu'un dedans. On voit très vite que c'est son frère. Et Oumar, on fait sa connaissance alors qu'il s'appelle, enfin que les gens l'appellent Adam. Donc Adam, il est dans ce café où il est avec un garçon, bref. Attention, plan Vigipirate, enfin l'équivalent du plan Vigipirate, enfin rester enfermé, rester dans les commerces, etc. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et il est dans ce café où il va devoir se mettre, enfin ils vont se protéger. Et là la police entre et interpelle notre Adam en l'appelant Oumar. Il est arrêté et là commence une enquête pour savoir ce qui s'est passé et ce qui est vraiment arrivé, puisque rapidement on nous déclare que le terroriste est un lycéen tchétchène et donc le frère d'Oumar. Ce roman nous permet de découvrir beaucoup de la Tchétchénie finalement, puisque ce qu'on en connaît, ça reste très lacunaire, en tout cas pour moi. Je pense que je connaissais pas grand chose, si ce n'est malheureusement ce qu'on en connaît du côté contemporain et de la chasse aux homosexuels qui a lieu. La différence culturelle, enfin les différences vraiment très fortes entre la Russie et la Tchétchénie, et à quel point finalement il est plus simple de se faire passer pour russe que tchétchène, même dans les pays étrangers. Donc dans ce roman, on suit trois personnages qui vont nous raconter l'histoire. D'un côté Oumar, alias Adam, en fonction de comment il vit, on va dire, de quelle personnalité apparaît le plus. On suit Kirem, le jeune frère d'Adam, ou d'Oumar. Et on suit une prof de russe du lycée, qui est d'origine tchétchène, mais qui l'a toujours cachée. Et qui va se retrouver à devoir aider la police finalement dans cet attentat. C'est un roman qui est vraiment très fort, vraiment incroyable. Enfin, c'est un plein d'émotions. Ça nous fait réfléchir sur l'intégration, bien sûr, mais ça nous fait aussi réfléchir sur la famille, sur les conséquences, sur la Tchétchénie, sur les relations aussi humaines, le désespoir des gens. Enfin, c'est un roman qui est vraiment court et en même temps tellement intense que je peux que vous le conseiller parce que vraiment vous allez avoir les larmes aux yeux à plein de chapitres, à plein de passages, et en même temps il vous trotte en tête. Puis voilà, des hommes couleur de ciel, vous saurez pourquoi en le lisant et en découvrant ce qui s'est passé, ce qui se passe, comment on peut laisser encore des choses pareilles arriver à notre époque. Et c'est juste waouh, franchement c'est un roman qu'il faut avoir lu et c'est un des meilleurs de la rentrée, je pense. Voilà, ça fait quand même pas mal de romans à lire ou déjà lus, puisque là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 physiquement. Il m'en reste 3 à lire, je crois. 1, 2... Ouais, c'est ça, il m'en reste 3 à lire. En ce moment, j'ai un super ratio, donc j'ai bon espoir de bien avancer et de les avoir lus et de pouvoir vous en parler pendant mon update lecture, enfin mon bilan plutôt, de la semaine prochaine. Je sais pas si vous en avez déjà lu certains de la rentrée. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres, puisque là, c'est vraiment ceux qui me font le plus envie actuellement. Après, j'ai préparé mon panier pour le boulot et je crois que je suis à 75 ou 80 livres. Donc, je pourrais pas tous les lire, évidemment. Mais s'il y en a pour lesquels vous avez eu des gros coups de cœur, n'hésitez pas, j'aurai l'occasion de les lire dans ce cas-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui est pas si petite, puisque là je vois le compteur qui est énorme, j'espère que ça vous aura donné envie de les lire.
envie de regarder un peu plus aussi vers ces romans-là. Et que voilà, si vous les avez lus, vous les avez autant aimés que moi, puisque pour l'instant j'ai eu la main très heureuse et j'ai fait des très jolies pioches. Voilà, donc en attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine pleine de jolies lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan du mois de tout ce que j'ai lu. Et je crois que là pour l'instant j'en suis à 15 lectures, donc préparez-vous la semaine prochaine à une vidéo assez longue finalement aussi, puisque j'aurai pas mal de choses à vous présenter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne lecture.